Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver vraiment en compagnie de Sidney Touati, maître Sidney Touati, qui est un brillant orateur, avocat fiscaliste et qui a plein de choses à nous dire sur cette fameuse crise du Covid et comment lui, il entend lutter à sa façon dans cette résistance qui est la nôtre. Dans cet esprit de résistance, je tenais vraiment à adresser tout mon soutien, mes pensées, mes prières également pour un homme que l'on aime beaucoup sur cette chaîne. Il s'appelle Denis Agré, il est médecin urgentiste, et il passe les heures les plus pires de sa vie à l'heure actuelle, puisque, comme vous le savez, il est sous le joug d'une arrestation policière. Voilà, dire que cet homme, et là je m'adresse à notre avocat qui est ici, et je pense qu'il aurait pu le soutenir, dire que cet homme a passé sa vie à sauver en urgence tellement de personnes, 1000 par an, nous disait-il, lors d'une émission qui lui a été consacrée la semaine dernière, 1000 personnes par an pendant 15 ans, 15 000 personnes au total. Dire que cet homme se retrouve aujourd'hui comme un repris de justice de bas étage. Vous, première réaction, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que on vit une époque absolument incroyable où toutes les valeurs sont inversées et où l'État, le pouvoir exécutif, s'est emparé du pouvoir médical. C'est le résultat d'une longue évolution. On peut dire que le point de départ de cette évolution, c'est 1981 avec l'abolition de la peine de mort. Michel Foucault me disait, à partir du moment où l'État laisse tomber l'acte de donner la mort, ce sont ses paroles, hein. Il dit, à partir du moment où l'État laisse tomber l'acte de donner la mort, il va s'emparer uniquement de la vie et il va se mettre à gérer nos existences. Et on vit Donc aujourd'hui pour ce vous, Badinter, basculement. Maître Badinter, qui est érigé en héros aujourd'hui, on le voit dans la presse, pour vous, cette bénédiction de la presse vis-à-vis de cet homme-là n'est pas justifiée du tout. Elle n'est pas justifiée, mais elle est totalement cohérente avec ce que l'on vit. C'est-à-dire, ils rendent hommage à cet homme qui vraiment est le symbole de celui qui a initié ce basculement d'une forme de justice, la justice classique, la justice humaniste classique, qui, elle, donne la mort. Et lui, il a fait basculer cette justice classique dans une autre justice où le juge n'est plus là pour sanctionner, mais où le juge se pose comme thérapeute du corps social. Donc, on a changé de dimension. Et le médecin dont vous parlez, qui continue simplement à faire son métier sans rentrer dans la logique du pouvoir, devient un délinquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin qui fait son métier, c'est-à-dire qui soigne, qui applique les principes du serment d'Hippocrate, ce médecin a toutes les chances de se retrouver exclu, radié de l'ordre des médecins, et au pire, il se retrouve devant les juges. Ça devient un délinquant parce qu'il sort, il fait son métier, il empêche le pouvoir politique, il refuse d'être sous la tutelle du pouvoir politique. Et c'est ce qui est arrivé un petit peu à Didier à Raoult, professeur Raoult. Et tous Alors, ceux qui... quand on voit un homme comme ça, effectivement éjecté, comme vous le dites, qui est vraiment sur le banc des accusés aujourd'hui, on a envie de crier son désespoir. On a envie, bien sûr, d'être le premier à aller le défendre. Du reste, on a les équipes de la Une TV qui sont sur place aujourd'hui dans les cortèges devant le palais de justice. Mais nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, maître, au quotidien pour soutenir un homme comme ça, dont on éprouve vis-à-vis de lui la pire des injustices? C'est très difficile parce qu'effectivement, on est face à une situation d'une nouveauté telle que les vieilles recettes que l'on avait, les vieilles formes de contestation, comme les manifestations, les pétitions, tout ça s'avère être relativement inopérant. Et donc, on se trouve face à une situation nouvelle. Il faut inventer des nouvelles formes de lutte. Il faut inventer des nouvelles formes de résistance. Concrètement, comment soutenir ce docteur qui a fait son métier? Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? On lui reproche d'avoir incité des élèves dans des écoles à ne pas mettre le masque.
et donc à braver les interdits en quelque sorte. Ça, c'est la requête principale, Alors, en tout cas, l'élément le plus à charge contre lui aujourd'hui. il a fait son métier, il a pris une décision en conscience en tant que médecin. Il a simplement dit ce que disait le ministre au début de la crise sanitaire, n'est-ce pas? Il disait le masque ne sert à rien. Le ministre disait ça. Le porte-parole de l'Élysée, vous vous en souvenez, une dame qui disait le masque ne sert à rien. Donc, il n'a fait que dire ce que disaient les hommes politiques. Il n'y a ne serait-ce que courant mars, il n'y avait pas de masque, alors il disait le masque ne sert à rien. Bon, voilà. Donc, je pense que ce docteur agissait en tant que médecin. Et ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas obéir à la politique. Donc, non, il obéit aux règles médicales classiques, et ça vous met automatiquement dans une position où vous êtes considéré comme un délinquant, comme un déviant, parce que vous n'obéissez pas au pouvoir politique. Alors, le combat Il y, a la, il y a la désobéissance d'un côté, et puis la mise en danger de la vie d'autrui de l'autre. Et visiblement, c'est aussi l'élément qui est retenu contre lui à charge. Mise alors, en danger de la vie d'autrui en alors, n'opérant pas et en étant justement, en allant avec des idées contraires par rapport aux directives officielles. alors c'est cette évocation pour justifier l'état d'urgence sanitaire, on évoque la mise en danger de la vie d'autrui. Or, si l'on regarde l'article du Code pénal qui définit la mise en danger de la vie d'autrui, ce n'est pas applicable au cas d'espèce. Il n'est absolument pas prouvé que ne pas mettre un masque, ça met en danger la vie d'autrui. C'est absolument pas prouvé. Si on prend les analyses qui existent actuellement, il n'y a aucune preuve scientifique que le port du masque tel qu'il est porté par un élève, par exemple, pendant toute la journée, c'est absolument pas prouvé que ce port de masque protégerait et l'élève et son entourage, ou mettrait en danger, si on ne le met pas, la vie de son entourage. D'abord, tout simplement, parce que les élèves, sauf s'ils sont malades, mais les élèves ne risquent absolument rien. Donc, cette idée que ça met en danger la vie d'autrui, c'est une interprétation qui, pour moi, est limite, elle est un peu délirante, elle est délirante, elle est fausse, quoi. Elle est fausse. Elle Alors, tient pas la route. Elle on tient voit pas. beaucoup d'avocats, maîtres, aujourd'hui, monter effectivement et s'ériger contre, effectivement, contre toutes ces mesures iniques. Mais malheureusement, il y a peu de coercition, je dirais, dans cette résistance au niveau juridique. Il y a peu d'avocats qui se mettent ensemble dans le cadre de peut-être de cercles où ils pourraient avoir une influence supplémentaire. Est-ce que vous pensez que ce serait salutaire justement de pouvoir essayer de se mettre en groupe pour pouvoir lutter à armes égales contre ce pouvoir aujourd'hui si coercitif? Alors, je pense que j'ai réfléchi comme vous, comme tout un chacun, comme tous les gens qui sont confrontés à cette situation, en essayant de trouver des solutions. Alors, je crois que aujourd'hui, il ne faut pas se rassembler, il faut se disperser. Il faut constituer des petites unités de 5-6 personnes, 10 personnes maximum, sur tout le territoire national. Essayer d'avoir un maillage comme ça. Même si on veut, les personnes qui composent ces petits collectifs devraient prendre des noms d'emprunt, être dans l'anonymat, s'ils estiment qu'ils peuvent être l'objet de pression ou de chantage, ce qui n'est pas à exclure. Et là, il faut demander des comptes aux responsables locaux. Par exemple, un directeur d'école ou de collège qui estime que les enfants doivent être vaccinés pour aller au sport, pour faire du sport. C'est le cas actuellement. Alors, la première chose à faire, et là, vraiment, je lance un appel à tous les gens qui sont confrontés à cette situation, c'est de demander la notice qui accompagne ces vaccins. J'ai fait la démarche moi-même. J'ai écrit plusieurs fois au ministère de la Santé. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai obtenu une notice parce qu'elle est en circulation sur Internet et elle vient des États-Unis. Elle a été traduite.
c'est Pfizer qui a été obligé de la produire. Mais c'est aux États-Unis. En France, alors, lire une notice d'un médicament, c'est obligatoire. Donc, il faut commencer par ça. Il faut dire, OK, moi, ce que je veux, pour l'instant, je ne sais pas si je veux me faire vacciner ou pas, ou si je fais vacciner mon fils ou pas. Je vous demande, monsieur le directeur, de me produire la notice. C'est obligatoire. Si vous ne me la produisez pas, je vais vous assigner devant le tribunal pour que le tribunal vous mette en demeure de produire cette pièce. Ça, c'est la première démarche. Personne n'y a songé jusqu'à présent. C'est basique, mais il faut commencer par le basique. Il faut demander la production de ces pièces. Deuxièmement, il faut demander à ces directeurs d'école qui obligent les enfants à porter un masque de justifier sur quoi ils s'appuient pour demander, pour obliger les enfants. Et troisièmement, il faut leur dire que s'il arrive quelque chose à l'enfant en raison des conseils impératifs qu'ils ont donnés, la responsabilité pénale sera mise en cause. La responsabilité pénale, ils ne peuvent pas y échapper. Ils peuvent échapper à leur responsabilité administrative, ils sont couverts par leurs supérieurs. Ils peuvent échapper à la responsabilité civile, ils ont une assurance, mais la responsabilité pénale n'est pas détachable. Donc si un parent qui obéit à ce directeur d'école fait vacciner son fils, si son fils présente des séquelles, voire meurt à la suite de ça, il faut que le directeur soit prévenu que sa responsabilité pénale sera mise en cause. Si tous les directeurs de collège, les principaux, reçoivent des papiers dans ce sens, je pense qu'ils vont réfléchir à 10 fois avant de contraindre les parents à faire vacciner. Pourquoi? Parce que quand on lit la notice qui accompagne, moi j'ai lu celle de Pfizer, Pfizer est extrêmement prudent. Il écrit: il ne sait pas sur combien de personnes ce vaccin sera efficace. Deuxièmement, il écrit: il ne sait pas quelle serait la durée de l'efficacité de ce vaccin s'il s'avérait être efficace. Troisièmement, il dit que ce vaccin est dans une phase d'observation, qu'il n'a obtenu qu'une mise sur le marché conditionnelle. Donc, quatrièmement, il énumère l'ensemble des effets secondaires connus. C'est très impressionnant. À partir de là, il est absolument impossible d'obliger quelqu'un à se faire vacciner. Alors, effectivement, ça, c'est la première information que vous nous donnez en guise de conseil. C'est ce regroupement collectif de ces 5-6 personnes comme mode aujourd'hui de résistance. Oui. Ça, c'est le premier conseil. Est-ce que vous en avez d'autres en la matière? C'est très difficile après. Je pense que le fait que l'Assemblée nationale ait, on va dire, démissionné en s'en remettant au pouvoir exécutif pour légiférer dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je pense que l'Assemblée nationale n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de renoncer à sa mission. Et je m'appuie sur une jurisprudence, la jurisprudence du Conseil national de la résistance, qui a invalidé toutes les décisions prises par le régime de Vichy en partant du fait que l'Assemblée nationale n'avait pas le droit de transférer son pouvoir au maréchal Pétain. C'est le fait que l'Assemblée, les députés ont reçu un mandat du peuple, ils n'ont pas le droit, ou alors il faut qu'ils démissionnent en bloc, mais ils n'ont pas le droit de renoncer à leur mission sacrée de faire la loi, de contrôler les lois, etc. Le fait qu'ils aient botté en touche, qu'ils aient confié au pouvoir exécutif sur une période très longue, ça aurait été pour quelques semaines, on aurait pu comprendre au tout début, parce qu'on était ignorant de ce qui se passait. Il y avait un état de panique, de sidération. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et ils persistent dans leur démission. Pour moi, tout ce qui est le résultat de cette démission sera frappé, c'est sûr que sera frappé de nullité. Exactement comme les décisions du maréchal, tous les décrets qu'il a pu prendre ont été annulés par le Conseil national de la résistance. Alors, le problème en vous écoutant, c'est que on veut y croire, bien entendu, et on sait que vous êtes vraiment dans les arcanes du système juridique depuis extrêmement longtemps, donc on a tout intérêt à vous faire confiance et d'aller jusqu'au bout de cette logique qui est la vôtre. Par ailleurs,
on se dit quand même, en vous écoutant, que toutes ces mesures-là, elles vont malheureusement arriver a posteriori. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du préventif, mais c'est un peu du curatif, pour employer une métamorphose sanitaire. Ouais, C'est un peu le problème dans votre domaine, non? tout C'est à que fait. toutes ces mesures-là, elles arriveront après que le mal ait été fait, Oui, non? tout à fait. Mais si les acteurs de ce mal ont conscience que ce qu'ils font, si le peuple prend conscience que ce qu'ils font est illégal, par exemple, les décisions, la loi qui a été adoptée, euh, autorisant le président à légiférer par décret, etc., dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, cette loi n'a pas reçu les décrets d'application. Donc cette loi est normalement inapplicable, parce qu'une loi sans décret d'application ne peut pas être appliquée. Donc, Alors, le problème, c'est que votre postulat de base, maître, c'est de dire si le peuple avait pris connaissance, prenait ouais, connaissance. Mais oui, est-ce que vous pensez que le peuple prend connaissance aujourd'hui? très peu. Très peu, parce qu'il est complètement écrasé par un déluge de fausses informations qui fait que même des gens avertis, des gens lettrés, etc., des scientifiques, des médecins, sont complètement écrasés sous la charge. Ils ne parviennent pas à réfléchir, ils n'ont plus de recul. Mais il y a quand même dans ce pays peut-être 30% de gens qui sont vraiment choqués par ce qui se passe. Et donc, 30%, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et il faut que la prise de conscience se fasse. Si la prise de conscience se fait, le pouvoir reculera. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, les avocats sont plutôt du côté de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, la veuve et l'orphelin, ben, ce sont plutôt, je dirais, même s'il y en a beaucoup dedans, dans les vaccinés, ce sont plutôt les résistants, donc ceux qui, comme nous, s'offusquons de tout ce qui se passe et essayons de lutter avec nos armes si limitées face à une machine qui est une véritable broyeuse. Je pense Ouais. qu'on peut appeler ça comme ça. C'est pour vous quasiment, alors, vous faisiez allusion à Vichy tout à l'heure, mais c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire, une telle prise de position si forte dans des domaines comme la politique, le juridique, le culturel, la communication. Tous les rouages y passent là aujourd'hui. Lorsqu'on veut chercher un précédent à cette situation, effectivement, on est renvoyé à Vichy. N'en déplaise à certains qui estiment que la comparaison ne tient pas. Pour ma part, moi, en tant que je suis français, je suis juif, je peux vous dire que quand mes parents me racontaient ce qu'ils ont vécu, je comprenais intellectuellement, mais je ne comprenais pas de l'intérieur ce qu'ils me disaient. Maintenant, je le vis. Maintenant, je sais ce qu'est la mécanique d'exclusion. Je sais ce qu'est la mécanique de désignation du bouc émissaire. Toute cette mécanique, elle est là, elle est à l'œuvre. Elle est la récupération du système mis en place sous Vichy. Ça, c'est clair et net. Pour moi, c'est évident qu'il y a une stigmatisation d'une partie des citoyens pour reconstituer une unité. Et cette unité, en quoi on voit qu'elle n'est pas fondée sur une démarche démocratique? C'est que cette unité demande l'unanimité. C'est le propre de tous les régimes de dictature que d'exiger l'unanimité. On voit que le pouvoir exige l'unanimité sur une question qui pose problème. Pas du tout, si c'était une question comme par exemple le vaccin contre la polio, c'est évident. Puis là, le pouvoir, il n'a pas besoin d'employer la police. Il n'a pas besoin de renvoyer des médecins. Il n'a pas besoin de faire usage de la force. La polio, le vaccin contre la polio s'impose de lui-même. Et il n'y a que quelques personnes qui dérogent. C'est tout. Parce que ce vaccin a prouvé son efficacité dans le temps et le fait qu'il ne présente pas de danger majeur. Alors que les 10 vaccins actuels sont dans des phases expérimentales. Et donc, théoriquement, chaque citoyen devrait avoir la liberté de l'utiliser ou non. Or là, on veut supprimer cette liberté, on la supprime d'ailleurs, pas formellement. On ne dit pas que le vaccin est obligatoire, justement. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas dire ça. Parce que s'ils le disaient, ils seraient obligés d'endosser la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
des conséquences de cette vaccination aveugle et de masse. Mais ceci dit, politiquement, ils exigent l'unanimité. Donc on est bien dans le cadre d'une dictature. On est bien la recherche de l'unanimité avec la désignation, la transformation de l'opposant en délinquant ou en bouc émissaire, c'est bien le scénario de 40. Quand la première décision que prend Vichy, c'est de faire adopter le statut des Juifs. Pourquoi il Donc, fait ça? Parce qu'il oui. reconstitue l'unité de la nation, qui est complètement traumatisée par la défaite. Il la reconstitue sur cette base-là, sur la désignation de la victime émissaire. Donc, Maître Toiti, vous êtes français, vous êtes juif, Oui. vous établissez, vous, très clairement ce parallélisme aujourd'hui entre ce qui arrive, ce qui nous arrive, et cette histoire récente encore qui reste dans tous les esprits. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un régime non seulement dictatorial, non seulement totalitaire, mais presque nazi. Pour l'instant, on est au début du processus de désignation de la victime émissaire, avec la tentative de reconstituer l'unité en chargeant cette victime émissaire de tous les maux de la société. C'est bien ce scénario qui est en place avec ce médecin. On le rend responsable de quoi? Du fait qu'il a estimé que les élèves ne devaient pas porter de masque, ça servait à pas grand-chose, si ce n'est à les intoxiquer. Bon, et à les rendre un peu malades, à leur empêcher d'avoir une vie d'enfant, je dirais, normaux, d'avoir des contacts avec leurs camarades, de se construire dans la relation physique, parce que les gosses ont besoin de relations physiques, ont besoin de proximité, ont besoin du groupe. Ils n'ont pas besoin d'être atomisés, d'être séparés. C'est très dangereux. On s'aperçoit que le suicide d'enfants augmente. Donc, je veux dire, il y a vraiment là une décision du pouvoir qui est très lourde de conséquences, très, très lourde. Donc, on est au début de cette procédure. On ne sait pas jusqu'où elle va aller. On ne sait pas jusqu'où. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à la réelle exécution des victimes émissaires? En tout cas, un premier pas dans ce sens a été franchi avec le fait que moi, par exemple, je ne peux pas recevoir des soins à l'hôpital actuellement. Je ne peux pas. On ne me tolère pas d'entrer à l'hôpital. Il faut que je sois en urgence. Mais par exemple, si j'ai un problème au rein, que je dois faire des radios, que je dois faire des examens, je ne peux pas les faire parce que ce n'est pas urgent. Sauf si le médecin ment et qu'il va tricher, il va dire, on va dire que c'était urgent. Mais s'il ne triche pas, s'il estime qu'il n'y a pas d'urgence, effectivement, il n'y a pas d'urgence. On va laisser jusqu'à que ma santé se dégrade. Donc, on porte atteinte à ma santé. Et peut-être que ma santé sera tellement dégradée que je vais soit garder des séquelles définitives, soit mourir. Donc, il y a bien l'enclenchement d'une mécanique d'assassinat. C'est impensable que l'hôpital refuse de recevoir des patients. Ça ne s'est jamais vu, sauf sous Vichy, sauf sous les nazis, où les juifs n'avaient pas le droit d'accéder aux soins normaux. Il n'y a que sous les nazis, effectivement. Et comment expliquez-vous, Maître Toiti, que ce devoir de mémoire qu'on nous a tant enseigné, que les politiques actuelles ont tant relayé, ce devoir de mémoire, aujourd'hui, est finalement caduque? Disons qu'à l'instant où cette mémoire, elle est ressuscitée, vraiment, dans les faits, elle est réinscrite, enfin, la procédure de traumatisme qui avait été mise en place et réactualisée aujourd'hui, eh bien, il se trouve que des gens, des juifs notamment, ont l'impression qu'on s'empare de leur mémoire, qu'on l'instrumentalise, qu'on l'utilise et que c'est une grave dérive. À mon sens, ils commettent une lourde erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas du tout contre les juifs que les gens mettent une étoile jaune en disant, voilà, on est stigmatisé comme les juifs l'avaient été quand ils portaient l'étoile jaune. Les juifs qui s'offusquent oublient qu'il y a une centralité du fait juif. Cette centralité du fait juif, elle vient justement de l'histoire, notamment de l'histoire récente, où on a les nazis, les théories raciales ont donné une centralité aux juifs, en les désignant comme les victimes émissaires coupables de tous les maux qui frappent la société. Donc, cette centralité du fait juif, on la retrouve aujourd'hui,
Mais à part que les Juifs eux-mêmes veulent l'évacuer. Et c'est ça le paradoxe. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on l'utilise parce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, pourtant, dans l'histoire, c'est très simple. L'antisémitisme permet au pouvoir, dans les périodes de crise, de mettre au point des mécanismes de répression. Quand le pouvoir, à l'aval de la société, quand il les met en œuvre contre les Juifs, ces mécanismes de répression, il ne les abolit pas. Une fois que ces mécanismes ont été validés par la passivité de la société ou par son accord, ces mécanismes de répression, il va les utiliser contre la société. C'est un mécanisme classique. D'abord les Juifs, ensuite la société y passe. Les Juifs sont stigmatisés, ensuite les Français qui ne veulent pas aller faire le STO sont stigmatisés, donc, etc. On voit bien que le pouvoir se dote d'instruments de coercition, de répression, mais ces instruments, une fois qu'il les a forgés, il va les utiliser contre la société. Et bien, ce mécanisme, c'est le même aujourd'hui. Les gens ne savent pas que les instruments pour diaboliser les non-vaccinés vont être utilisés sur les vaccinés. D'ailleurs, on le voit immédiatement, ce sont les vaccinés qui sont soumis à d'incessants contrôles. Ce sont les vaccinés qui sont soupçonnés de ne pas être vaccinés. Demain, quand les algorithmes auront enregistré tous ceux qui sont allés au resto, tous ceux qui sont allés au ciné, tous ceux, ils vont recevoir dans 3 ou 4 ans une note de l'administration fiscale. Monsieur, vous êtes allé X fois au resto. Le ticket moyen, c'est tant. Au bout de 3 ans, ça fait une recette de temps. Vous êtes rentré là, vous avez fait ceci, vous vous êtes déplacé comme ceci, vous avez pris l'avion tant de fois. Comment justifiez-vous les recettes pour faire ces dépenses? Des milliers de types vont recevoir des notifications de redressement. Ce sont les vaccinés. C'est-à-dire que la mécanique, on met au point un système répressif pour désigner une victime émissaire, et ensuite on l'applique à la masse. Et c'est la masse qui intéresse le pouvoir. Ce n'est pas les 10% de résistants. Ceux-là lui sont utiles que pour reconstituer une unité fictive, factice, et pour forger les armes de la domination de la masse. Donc ce sont les vaccinés qui sont en très grand danger, comme les non vaccinés. Donc, si je vous suis bien, et vous l'avez dit très clairement, je ne fais que reprendre vos propos, les résistants d'aujourd'hui, les fameux 10%, ce sont les juifs de l'époque. Les juifs ou les résistants de l'époque. Les royalistes qui rejoignaient De Gaulle, le type qui était nationaliste. Ce sont les mêmes 10% finalement. C'est toujours Alors comment? Ouais. Et donc là, vous lancez très clairement un appel en disant finalement aux 90% qui restent, vous les regardez, les 10% aujourd'hui, vous crachez sur eux, mais un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. En fait, c'est ça qui va se passer. C'est ça. Et par exemple, les médecins qui laissent leurs confrères se faire virer, ils signent leur arrêt de mort parce qu'ils permettent de mettre en place un système qui va se débarrasser des médecins. C'est-à-dire que les algorithmes vont remplacer la consultation médicale. Ça va être pareil pour les avocats. Il ne restera que très peu d'avocats, très peu de médecins. En ce moment, oui, en fait, ce seront des administratifs au service d'une cause, quoi, mais ils n'auront pas la main finale sur finalement. Ils vont devenir des auxiliaires. Des auxiliaires. Ça existe déjà dans certains pays où le médecin vous reçoit, il ne vous touche pas, il ne vous ausculte pas, il ne fait rien. Vous lui expliquez ce que vous avez. Il a une grille. En fonction de cette grille qu'il a, on va lui dire, tu as diagnostiqué une angine, tu donnes ce médoc. Il n'a plus aucune liberté. C'est un auxiliaire. Ouais. Et c'est cette grille, c'est cette médecine dite scientifique qui veulent mettre en place, c'est-à-dire la médecine des labos, la médecine qui sort du labo, qui nous considère comme des rats de laboratoire, qui nous considère comme des animaux. Écoutez, j'ai 30 ans d'expérience dans le monde agricole. Il se trouve que je suis un spécialiste de la coopération agricole. J'ai été l'avocat de la coopération agricole. J'ai étudié les élevages industriels. La logique qui est appliquée aujourd'hui en matière médicale, celle qu'on veut nous imposer,
évidemment, il y a encore une résistance, il y a des habitudes. Mais celle qu'on veut nous imposer, qu'on appelle médecine scientifique, c'est celle qui est appliquée pour les élevages industriels. Un symptôme, un seul remède pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne tient plus compte du fait que chaque être humain est un microsystème qui nécessite un traitement adapté à son cas. Tout ça, ça va être balayé. Et les médecins qui sont complices de l'exécution de leurs confrères, qui défendent une médecine traditionnelle, ces médecins-là vont forger les armes qui va les évacuer du système, qui va en faire de dociles exécutants qui vont appliquer ce que les labos recommandent. Voilà. Tel médoc pour telle molécule pour telle maladie. Pour tout le monde, la même. On le voit déjà parce qu'il y a une interdiction de prescrire des médecins aujourd'hui, notamment les véritables médicaments qui existent sur le marché. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de les délivrer, ces médicaments-là. C'est-à-dire que s'ils le font, ils prennent un risque. Ils le font. Par exemple, moi, j'ai eu le Covid, mon médecin m'a soigné. Voilà. Avec quoi? Sans indiscrétion, avec quoi? Avec le traitement de Raoult. Ah ouais. Et comme tous ceux qui ont été soignés rapidement. Ouais. Et oui, il s'est produit la chose suivante. Dans mon cas, on a été une quinzaine à être malade en même temps parce qu'on travaillait ensemble dans le même cabinet, etc. Bon, on a tous été soignés à peu près avec les 3 ou 4 traitements qui existent actuellement. On s'est tous guéris, sauf notre coiffeur. Notre coiffeur, lui, il a écouté les consignes du gouvernement. C'est un homme raisonnable, gentil. On lui dit, t'es malade, tu prends du Doliprane, t'attends de ne plus pouvoir respirer pour appeler le SAMU. Lui, il a appliqué ça à la règle. C'est le seul qui s'est tapé 1 mois en réa, en soins intensifs. Il est passé à 2 doigts de la mort. Et on a eu beau lui dire, putain, soigne-toi. Je dis non, j'ai appelé mon médecin, il me dit que non, il faut prendre que du Doliprane, prendre du Doliprane. Voilà. Il y a une puissance, en tout cas dans ce témoignage aujourd'hui que vous nous offrez, maître, absolument incroyable. Je reviens quand même un court instant sur ce que vous disiez tout à l'heure, en disant que, en fait, vous pointiez du doigt certaines formes d'incohérence dans cette forme de résistance, notamment juive aujourd'hui, et vous disiez qu'en fait, il y avait des dysfonctionnements en interne dans cette philosophie, religion-là. Comment vous pouvez analyser ça, en fait? Les Juifs, il n'y a pas de démarche commune systématique. En fait, chaque Juif est complètement indépendant, autonome, il suit ce qui lui semble être la vérité. Donc, on s'aperçoit que les Juifs obéissent à la règle commune. C'est-à-dire que la règle commune, c'est celle que décrit Stanley Milgram dans son livre sur la soumission. Il arrive à la conclusion que quand un ordre vient des autorités constituées, de blouse blanche, etc., 80-85% des gens obéissent, jusqu'à donner la mort. Une partie va jusqu'à donner la mort. Bon, tous ne vont pas jusque-là, mais beaucoup obéissent jusqu'à la frontière du supportable, jusqu'à la mort. Mais il y a une partie qui va jusqu'à la mort. Et donc, il a essayé de comprendre d'où venaient ces 15%, quel était le point commun. Il a passé le restant de sa vie à expérimenter pour trouver qu'est-ce qui faisait le point commun de ces 15% qui disent non, qui gardent une conscience morale, qui gardent une éthique, même devant l'autorité, même devant la blouse blanche. À un moment donné, ils disent « Ah mais non, je ne peux pas faire souffrir ce type. » Même si c'est dans le cadre d'une expérience, est-ce que je suis couvert par vous? Moi, je ne peux pas faire souffrir ce gars. Eh bien, il y a des ouvriers qui ont dit non, des cadres qui ont dit non, des types de droite qui ont dit non, des types de gauche. Il n'a pas trouvé le point commun. Il n'a pas trouvé. C'est une énigme. Pourquoi y a-t-il 15% de résistants? Ce chiffre est presque une constante dans l'histoire. Et si vous lisez le Talmud, il est dit que effectivement, il y a la sortie d'Égypte, les Juifs, 15%, 20% sont sortis d'Égypte. Les autres sont restés en esclavage. Ce chiffre est une constante dans l'histoire. Dans tous les grands moments, on ne sait pas pourquoi, il y a 15,
10, 20% de gens qui disent non à un ordre qui heurte leur conscience. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que la spiritualité, justement, puisque vous l'évoquiez, peut être un élément déterminant? Alors, vous parliez de cette expérience-là il y a un instant. À l'époque, on voyait bien, il y avait un ennemi. L'ennemi, il était identifié. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ennemi est multiple. Alors, nous, on parle beaucoup de Macron, mais c'est vrai, force est de constater que c'est un pion dans le système de cette globalisation, de cette mondialisation, en fait, d'un système aujourd'hui tellement puissant. Et donc, finalement, on a du mal à se dire comment on peut en venir à bout de ce système. Parce que s'il s'agit d'un homme, encore, on pourrait se dire qu'il peut y avoir un renversement de régime, la police ou l'armée peuvent rentrer très rapidement dans le rang de la résistance et puis lui faire opposition. Mais là, on se dit que cet homme qui demain sera président de l'Europe fait partie en fait de tout un maillage international tellement puissant qu'aujourd'hui, en fait, on se trouve confronté nous-mêmes résistants à nos propres limites, quoi. Alors, c'est effectivement, on a cette sensation de se heurter à des forces gigantesques. Je crois que à chaque période de l'humanité où les hommes ont été confrontés, les sociétés, à des grands bouleversements scientifiques et technologiques, ils ont eu à se battre pour parvenir à la maîtrise des nouveaux outils que la technologie offrait, c'est-à-dire à inscrire cette technologie dans un cadre qui rendait possible l'épanouissement des individus, des hommes. Alors, si on prend la dernière grande révolution industrielle, on s'aperçoit que le premier choc industriel balaye la vieille société, crée des millions de pauvres types qui viennent se jeter dans les banlieues des villes et croupir. Enfin, tout ça, ça a été décrit, etc. Et il faudra tout un travail pour que cette révolution industrielle soit intégrée dans un cadre. Il faudra des luttes, il faudra des batailles, ça a mis du temps avant que cette révolution industrielle elle prenne un visage humain, qu'on arrive à la réinscrire dans des relations humaines. On y est plus ou moins parvenu en Occident, en Europe notamment. Mais par exemple, des pays qui ne sont pas parvenus à maîtriser cet outil, par exemple comme l'Amérique latine ou l'Afrique, qui ont eu cet outil qui a été plaqué sur eux et qui n'ont pas développé les mécanismes d'opposition pour les intégrer dans un cadre qui ne détruit pas l'humanité de l'homme, eh bien, ils sont toujours dans la violence. Nous, nous sommes parvenus, plus ou moins, à créer des sociétés pendant des périodes, parce qu'après, cette poussée de la technologie, elle pouvait revenir, et c'est ce qui se passe en 14. En 14, tout d'un coup, les militaires qui récupèrent l'outil technologique, qui font une armée mécanisée, ils vont détruire tout l'ordre, ils vont tout bousculer, ils vont donner la mort, quoi. Eh bien, aujourd'hui, mutatis mutantis, on est dans une situation semblable, mais à part que les outils technologiques qu'on a mis au point prétendent se substituer à l'humanité de l'homme. Donc là, il n'y a pas qu'un système qui est en danger, là. Il y a l'humanité de l'homme qui est en danger. Et le système qu'ils veulent mettre en place rend possible la gestion de tous les êtres humains. Je dis la gestion, parce que ces gens-là ne veulent plus gouverner. Gouverner, ça veut dire s'adresser à des êtres responsables et libres. Dans la Constitution, c'est comme ça. Dans les constitutions européennes, les citoyens sont des êtres responsables et libres. Toute la structure est construite là-dessus, juridique, judiciaire. Eh bien, eux, ce gouvernement-là, cette forme de gouvernement, c'est de la préhistoire. Ils veulent gérer. C'est quoi gérer? On a tous été confrontés à la gestion des entreprises. La gestion, ça implique tout contrôler. Contrôler des flux, soumettre tous ces flux à des normes, etc., etc. Voilà le grand basculement. Ils espèrent, grâce à l'intelligence artificielle, nous gérer. Alors, si je vous comprends bien, derrière tout cela, et pour prolonger un peu votre raisonnement, c'est une forme, on va aboutir au transhumanisme, c'est ça? Donc ça, c'est le mot que vous n'avez pas employé, mais c'est le mot qui revient sur toutes les lèvres. Et en fait, non plus gérer des hommes, mais gérer des choses, en quelque sorte. Et on va être, nous, réduits à l'état
quasiment, pas nous parce qu'on ne le verra pas malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas nos enfants et nos petits-enfants, à l'état de choses, quasiment d'objets. Sinon d'objets, du moins de vivants. Effectivement, on voit bien qu'il y a une certaine forme d'écologie qui veut absolument nous réinscrire dans le cadre de la nature en qualité de vivants. C'est-à-dire, par exemple, des écolos qui vont défendre les insectes ont autant de droits que nous. Et donc, nous, on doit vivre harmonieusement avec la nature et s'inscrire dans ces lois, dans les lois de la nature, pas dans les lois de l'histoire. Ils ne veulent plus de l'historicité. Parce que l'historicité, ça veut dire la situation de l'homme qui se construit dans une relation dialectique et qui construit en même temps sa niche. Donc, cette vision historique, ils n'en veulent plus. Ils veulent. Dans l'humanisme, c'est ça. C'est l'homme inscrit dans l'histoire qui entretient évidemment une relation plus ou moins harmonieuse avec la nature, mais ce qui prime, c'est son rapport à l'histoire, son rapport aux autres. Ça, ils n'en veulent plus. Ils veulent le flux des vivants. Et à ce moment-là, si on est perçu comme des vivants, Badinter n'arrête pas de dire que la vie est sacrée. J'aurais aimé qu'il définisse ce qu'est la vie. La vie, quand vous allez dans le dictionnaire, c'est des mécanismes physico-chimiques. Je ne vois pas ce qu'il y a de sacré dans des mécanismes physico-chimiques. On est dans le domaine des faits. Or, le sacré, c'est le domaine des valeurs. La vie n'est pas la vie en tant que phénomène physico-chimique n'est pas un fait sacré. C'est un fait. Un fait ne peut pas être sacré. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Or, ce que nous sacralisons, c'est quoi? C'est notre liberté, c'est notre dignité, c'est notre responsabilité. Vous voyez, c'est la qualité de vie de nos enfants, etc., etc. Donc, on veut nous transformer en simples vivants, c'est-à-dire mécanismes. Donc, ça rejoint les choses, mais il reste dans le vivant, c'est-à-dire mécanisme physico-chimique. Et à ce moment-là, les labos fabriquent des molécules qui, quand la mécanique physico-chimique présente un dysfonctionnement, la molécule va corriger ce dysfonctionnement. Ce n'est pas un être humain qu'on va soigner. C'est même plus un organe. C'est du physico-chimique. C'est ce qu'ils appellent la médecine scientifique. L'humain, il n'est plus là. Ça, c'est sûr que l'humain. Mais comme disait, oui, pardon. Oui, je vous en prie, mais que c'est vrai que l'homme est un loup pour l'homme, hein. Donc effectivement, c'est ce caractère humain, ils sont en train de le supprimer. Vous parliez de Badinter, c'est vrai que son côté et son caractère sacré, on a quand même du mal à le voir, hein, parce que on sait que pour certains dans ces milieux-là, quand même, il faut bien le dire, la philosophie, si vous voyez ce que je veux dire, prime sur le religieux. Et ça, malheureusement, le courant philosophique dans lequel ils appartiennent supplée finalement l'obédience religieuse qui est la leur. Et ça, vous devez vous en rendre compte par tous les postes que vous avez occupés, notamment à Bercy, hein, je crois. Alors, comme vous dites, l'homme est un loup pour l'homme. Moi, j'en réfère aux travaux de René Girard. Je ne sais pas si... Ah bah, je connais très bien, oui. Vous voyez. Donc, René Girard dit effectivement que quand on supprime ce noyau de la culture qui est effectivement le religieux, qui permet de rassembler les êtres humains, de les relier, quoi. La religion, ça vient du latin religare, quoi, ce qui relie. Quand on enlève ça, effectivement, on rétablit la violence primordiale. Et c'est ce à quoi nous assistons. Mais moi, ce qui me rend optimiste à moyen terme, c'est l'analyse que fait Hannah Arendt de cette volonté de mécaniser la société qu'avaient les nazis. À la fin, elle dit, finalement, le nazisme, c'est quoi? C'est la technologie qui devient le fait majeur, quoi. Les hommes sont qu'un élément, un rouage de cette technologie, de cette force technologique. Mais comparé à la technologie d'aujourd'hui, la technologie des nazis, c'est de la rigolade, quoi. La technologie d'aujourd'hui, elle est redoutable, elle est d'une puissance inimaginable. Et elle met entre des hommes, elle met cette puissance entre des mains d'hommes qui, en dehors de leur réussite économique, sont de parfaits crétins, c'est-à-dire des hommes comme tout le monde.
Les types qui réussissent dans leur domaine économique, quand vous les fréquentez, en dehors de leur domaine économique, ils n'ont rien à dire. Ils sont vides. Alors, donc ce sont ces hommes qui se sont emparés de cette puissance gigantesque qui n'a plus de contre-pouvoir face à eux, puisque les États ont démissionné. C'est ça le drame. Les États ont démissionné. Eh bien, ce sont ces hommes, tout à fait basiques en dehors de la trouvaille qui les a rendus riches, qui vont décider. Donc, on a de quoi s'inquiéter. Alors, on avait Auschwitz, Arbeit, Macht, Frei. Ouais. Aujourd'hui, c'est le vaccin qui vous rendra libre, en quelque sorte. Il y a vraiment pour vous une sorte, sans tomber dans l'amalgame, hein, mais une sorte de paralysme absolument évident. C'est ce qu'on retient. C'est la haute technologie, c'est le culte, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire le salut par la science, entre guillemets, le salut par la technologie. On espère, on nous dit, on va s'en sortir par la technologie, pas par le fait des relations humaines, pas parce que vous allez voir un médecin dans son cabinet, il va examiner votre cas, il va vous prescrire un traitement. Ça, c'est la relation humaine, ça, c'est l'empathie. Non, ça, on n'en veut plus. On croit en la puissance, en la toute-puissance de la molécule. On ne croit qu'en ça. C'est de l'idolâtrie. La nouvelle idole, c'est le labo, la molécule, le scientisme. En fait, on est dans Bouvard et Pécuchet. Parce que quand on fréquente des scientifiques, ils sont rongés par le doute. Ils sont que dans le questionnement. Or, quand le politique récupère un discours scientifique, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une dictature, on le sait très bien. Les soviétiques, le matérialisme historique, la science économique, ça donne le goulag. Les nazis, la biologie, la théorie des races, ça donne Auschwitz. Et aujourd'hui, l'idolâtrie de la technologie, ça va donner quoi? Là, on ne sait pas. Ça va donner ce qu'on est en train de vivre là, un enfer. Le début. Alors, effectivement, on a déjà dépassé de quasiment 8 minutes cette émission, mais elle est tellement passionnante que vraiment, je vous garantis que d'ici 15 jours, 3 semaines, on va faire une émission spéciale avec vous parce qu'on a vraiment besoin de vous entendre. Tellement vous êtes puissant à la fois humainement, puisque c'est ça qui prime, et aussi, on l'aura compris, intellectuellement. En tous les cas, peut-être une dernière question, puisqu'elle est d'actualité aujourd'hui. On n'a pas pu en parler dimanche parce que malheureusement, la liaison avec vous était mauvaise. Vous avez écrit un livre, je crois plusieurs, mais en tout cas un, notamment sur Bernard Tapie. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, alors il ne s'agit pas, je pense, aujourd'hui d'accabler un mort, et ça c'est loin de nous, en tout cas et dans notre philosophie et dans notre respect, je veux dire, de la personne qui est partie, de lui taper dessus. Mais vous en gardez quoi en mémoire de Bernard Tapie que vous avez bien sûr analysé sous toutes les coutures pour avoir écrit un livre sur lui? Pour moi, Bernard Tapie, c'est une énergie, c'est une force, c'est une volonté. C'est quelqu'un qui veut s'arracher absolument à sa condition d'origine. Il sort d'un milieu modeste, de Seine-Saint-Denis, des milieux de commerçants, etc. Et c'est Icare, il veut s'élever le plus haut possible. Il y arrive, parce qu'il a du talent, il est malin, il est ingénieux, il est roublard, il est séduisant, il est bourré de force, de qualité, etc. Et à un moment donné, il va se heurter à une mécanique implacable qui va le broyer. C'est la mécanique de la société française qui ne tolère pas les réussites exceptionnelles et surtout qui ne tolère pas que celui qui réussit en venant d'un milieu modeste se montre. Il doit se cacher, il ne doit pas se montrer. Et Tapie, sa faiblesse… Comme Bérégovoy en quelque sorte. Vous remarquerez que tous les gens illustres, connus, qui se sont retrouvés devant les juges, sont tous, quelle que soit leur obédience, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'origine très basse, quoi, socialement. Ils se retrouvent devant les juges. Ils n'ont pas le tonton au Conseil d'État, le grand-père qui a occupé des postes importants dans la Troisième République ou la Quatrième. Ils n'ont rien, ils sont tout seuls. Ils sont comme Solal dans Belle du Seigneur. Et à un moment donné, ils vont focaliser sur eux le mécanisme d'envie, de rejet des médiocres, parce que malheureusement, ce sont les médiocres qui sont aux manettes. Et ces médiocres-là vont en faire de la bouillie. Tapie, dans son malheur, a eu beaucoup de chance que les juges l'éliminent
parce que sinon il aurait été éliminé comme Bérégovoy. Ben, écoutez, merci infiniment. En tout cas, vraiment du fond du cœur, hein. Je pense que le Merci public à vous. a Merci. été extrêmement, extrêmement sensible. Là, déjà, les équipes techniques me mettent top de chez top. Alors, déjà, ça donne Merci un peu beaucoup. ça donne la couleur de cette émission. Donc, on sera amené, bien entendu, à vous réinviter très prochainement. Merci infiniment, Maître Toiti, d'être venu sur cette émission Onde de choc sur la Une TV. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous suivre comme ça en masse, de plus en plus nombreux. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie.